De retour de son périple en Égypte, le géographe grec, contemporain de Jésus Strabon, nous met en lumière d'une part les 13 années d'apprentissage philosophique de Platon et d'Eudoxe en Égypte, dans la ville d'Héliopolis, et d'autre part l'exploitation en Grèce du savoir égyptien. Ouvrez les guillemets. Nous y avons vu des édifices consacrés jadis au logement des prêtres, mais ce n'est pas tout, on nous montrera aussi la demeure de Platon et d'Eudoxe, car Eudoxe avait accompagné Platon jusqu'ici. Arrivés à Héliopolis, ils se fixèrent et tous deux vécurent là 13 ans dans la société des prêtres. Ces prêtres, si profondément versés dans la connaissance des phénomènes célestes, étaient en même temps des gens mystérieux, très peu communicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'adroit ménagement qu'Eudoxe et Platon purent obtenir d'être initiés par eux à quelques-unes de leurs spéculations théoriques. Mais ces barbares en retinrent par devers eux cachés la meilleure part. Et si le monde leur doit de savoir aujourd'hui combien de fractions de jours il faut ajouter aux 365 jours pleins pour avoir une année complète, les Grecs ont ignoré la durée vraie de l'année et bien d'autres faits de même nature, jusqu'à ce que les traductions en langue grecque des mémoires des prêtres égyptiens aient répandu ces notions parmi les astronomes modernes, qui ont continué jusqu'à présent à puiser largement dans cette même source, comme dans les écrits et observations des Chaldéens. Le mot barbare ici désigne simplement un peuple étranger sans connotation péjorative. Fin de citation. Si Eudoxe dut faire appel à ses amis pour financer son voyage en Égypte, Plutarque nous apprend que Platon se transforme lui en commerçant. Platon couvrait ses frais de voyage en vendant de l'huile en Égypte. En fait, comme nous l'indique Abel Janière, il dut négocier des cargaisons d'huile produites par ses oliveraies. On voit donc bien que les Grecs sont précis et leurs témoignages sur les sources africaines de leur savoir se complètent parfaitement. À ce propos, le professeur Godel R, en analysant les sources relatant le voyage de Platon en Égypte, avoue que si les guides du temps de Strabon purent montrer près du temple la chambre où il, Platon, résida durant plusieurs années, c'est que le séjour lui en fut profitable. Les sanctuaires égyptiens disposaient depuis un siècle d'interprètes attitrés pour converser avec les Grecs. On avait reçu, instruit et parfois initié des voyageurs de marque, Solon, Pythagore, Hérodote, Démocrite. À propos de l'enseignement du prêtre égyptien Sénoufis, on peut lire Platon entend comme il entendait Socrate. Son compagnon africain exaltait la vie juste devant les perspectives de la mort. Si Platon parvint à s'entretenir avec les plus hauts dignitaires d'Héliopolis, comme l'a déclaré par écrit son disciple Hermodore, les communications qu'il reçut durent appartenir à ce fond commun parfaitement unifié. Les foyers d'Héliopolis offraient à un savant d'immenses ressources, à condition d'être agréé et d'inspirer confiance. Il pouvait consulter, par personne interposée, des bibliothèques d'une valeur inestimable. Un recueil d'observations astronomiques poursuivies durant des millénaires. Fin de citation. Dans son traité sur Isis et Osiris, les deux principales divinités égyptiennes, l'écrivain grec Plutarque, qui lui aussi fit un long voyage en Égypte, s'est attaché à prouver que les savants grecs ont bien été formés par les prêtres nègres égyptiens et que ceux-ci, de retour dans leur pays, ont cherché à imiter l'attitude de leurs professeurs. Il prend à témoin les sages de la Grèce, ce qui est tout à fait explicite. Début de citation. C'est ce qu'attestent unanimement les plus sages d'entre les Grecs, Solon, Thalès, Platon, Eudoxe, Pythagore et suivant quelques-uns, Lycurgue lui-même, qui voyagèrent en Égypte et y conférèrent avec les prêtres du pays. On dit qu'Eudoxe fut instruit par Conufis de Memphis,
Solon par Sonchis de Saïs, Pythagore par Eunuphis d'Héliopolitain. Pythagore surtout, plein d'admiration pour ses prêtres, à qui il avait inspiré le même sentiment, imita leur langage énigmatique et mystérieux et enveloppa ses dogmes du voile de l'allégorie. La plupart de ces préceptes ne diffèrent point de ceux qu'on appelle en Égypte des hiéroglyphes. Tels sont ceux-ci. Ne mangez pas dans un char. Ne vous asseyez pas sur le boisseau. Ne plantez point de palmiers. Ne remuez pas le feu avec l'épée dans votre maison. Je crois aussi que les pythagoriciens, en assignant quelques-uns de leurs dieux de nombre particulier, à Apollon la nomade, à Diane la diade, à Minerve le septénaire et à Neptune le premier cube, ont voulu imiter ce qui se pratique ou ce qui est représenté dans les temples d'Égypte. Fin de citation. Faisant une démonstration sur les réflexions spirituelles de Platon, Plutarque prouve que ce dernier a effectivement l'enseignement des prêtres égyptiens. Je vais montrer la conformité du système philosophique de Platon avec la théologie égyptienne. Platon dit qu'elle, Isis, une divinité égyptienne majeure, est le récipient universel, la nourrice de tous les êtres. La même constatation peut être appliquée à Eudoxe, puisque Plutarque ajoute. Eudoxe dit qu'Isis présidait à la tendresse. Le célèbre mathématicien grec Aristote insista, lui, sur les sources africaines des mathématiques modernes. Aussi, l'Égypte a-t-elle été le berceau des arts mathématiques. Sous la plume d'Aristote, cette affirmation est importante car elle écarte définitivement toute idée d'empirisme vis-à-vis des sciences égyptiennes. Si c'était le cas, Aristote n'aurait pas oublié de le mentionner et voire de se glorifier d'avoir théorisé des inventions égyptiennes. Dans son ouvrage, le Timée, Platon aborde le voyage de Solon en Égypte et son séjour auprès des prêtres de Saïs en ces termes. Solon disait que les gens de Saïs l'avaient fort bien reçu et qu'en interrogeant sur les antiquités, les prêtres les plus savants en ses recherches, il avait constaté que nul parmi les Grecs, et lui le tout premier, ne savait un traître mot de ces questions. Constatant l'ignorance des Grecs sur l'histoire de l'humanité en général et l'histoire de la Grèce en particulier, Solon fut invectivé par les prêtres en ces termes. « Solon, Solon, vous les Grecs, vous êtes toujours des enfants. Que veux-tu dire » demanda Solon. « Vous êtes jeunes d'esprit » réplique le prêtre égyptien, « car vous ne possédez nulle tradition vraiment antique, nulle notion blanchie par le temps. » Fin de citation. Peu après, les prêtres invitèrent Solon à découvrir leurs archives historiques, y compris sur la Grèce même. Selon la tradition, il aurait apporté à la Grèce les lois de la cité, naturellement empruntées à l'Égypte. Hérodote cite pour les derniers indécis, dans son livre 2, un des emprunts de Solon à l'Égypte. Voici encore une loi que l'Égypte doit à Amasis. Chaque année, tout Égyptien doit déclarer au monarque ses moyens d'existence. Solon, l'Athénien, a pris cette mesure à l'Égypte et il l'a imposée à ses concitoyens. Elle est toujours en vigueur chez eux, car elle est excellente. Fin de citation. Cette déclaration vient confirmer les dires de Flavius Joseph, exposés plus haut à propos de son ouvrage Contre Appian. En effet, il avait affirmé que les Grecs n'avaient aucune tradition relative à la tenue d'archives ou d'annales historiques. Mais, n'ignorant pas l'influence de l'Égypte sur la Grèce, il ajoute dans le même ouvrage. Phérécyde de Syros, Pythagore et Thalès furent, tout le monde s'accorde là-dessus, les disciples des Égyptiens et des Chaldéens avant de composer leurs courts ouvrages. Et le grec Diodore de Sicile ne va pas le contredire. Lycurge aussi, Platon, Solon ont inclus beaucoup de règles empruntées à l'Égypte dans leur législation. Démocrite a passé 5 ans chez eux, il y a appris bien des éléments d'astrologie. Semblablement, Oenopide a séjourné dans la compagnie des prêtres et des astrologues et il y a appris, entre autres, le cercle décrit par le soleil, la marche oblique qu'il suit et son cheminement à l'inverse des autres astres.
Dédale, selon eux, a imité la structure du labyrinthe qui subsiste jusqu'à l'époque actuelle, qui fut construit selon les uns par Méndès, selon quelques autres par le roi Maros, bien des années avant le règne de Minos, pharaon égyptien. En éditant le papyrus de Moscou, le professeur Struve a pris conscience de l'avancée scientifique considérable de l'Égypte par rapport à la Grèce. Début de citation. Le papyrus de Moscou, qui nous livre, parmi de nombreuses autres, la preuve qu'une célèbre découverte d'Archimède doit être inscrite au compte des Égyptiens, confirme de la plus éclatante manière les dépositions des écrivains grecs sur les connaissances mathématiques des savants égyptiens. Nous n'avons donc plus aucune raison de rejeter les affirmations des écrivains grecs selon lesquelles les Égyptiens étaient les maîtres des Grecs en géométrie. Ainsi, est-ce encore une grande découverte attribuée à Démocrite qu'il va falloir reculer de 1400 ans avant son présumé inventeur. Ces faits nouveaux par lesquels le papyrus de Hadwin Smith et le papyrus de Moscou enrichissent notre savoir nous forcent à une révision radicale de notre jugement de valeur tenace jusqu'à présent sur les connaissances égyptiennes. Un problème, comme celui de la recherche des fonctions du cerveau, ou bien celui de la détermination de la surface d'une sphère, n'appartiennent plus au cercle des questions par lesquelles une connaissance empirique s'édifie à l'intérieur d'une culture primitive. Ce sont déjà de purs problèmes théoriques que de ce fait prouvent que le peuple égyptien, de même que le peuple grec, se sont efforcés d'acquérir une pure vision intellectuelle de l'univers. Ce fait de l'exactitude de la géométrie égyptienne, qui fait qu'aucune nouvelle découverte ne le fera remettre en cause, était aussi sans doute la raison pour laquelle, d'après la tradition grecque, la géométrie est venue en Hélade, non de la Babylonie, mais d'Égypte. Fin de citation. Le professeur Diop remarqua à propos de la déclaration de Struve. Pour mieux souligner le caractère théorique déjà très avancé de la science égyptienne en général, Struve insiste sur le fait que dans le papyrus médical Hadwin Smith, le mot cerveau est mentionné et que ce terme était inconnu dans toutes les autres langues scientifiques de l'Orient de l'époque et que l'auteur égyptien de ce papyrus connaissait déjà la dépendance du corps au cerveau. Civilisation ou barbarie. Mais voyons maintenant les déclarations d'Hérodote, le père de l'histoire. Elles sont si nombreuses que je ne peux qu'en extraire quelques-unes. Une chose est certaine, cependant, c'est qu'à aucun moment, le père de l'histoire ne va s'écarter de sa ligne directrice qui veut que la Grèce doive tout à l'Égypte. Ses arts, ses sciences, sa littérature, sa philosophie et sa spiritualité. Début de citation. Sur les choses humaines, ils, les prêtres, furent d'accord pour me dire que les Égyptiens avaient les premiers découvert le cycle de l'année et réparti sur 12 mois le cours des saisons, ceci, disent-ils, en se réglant sur les astres. Fin de citation. Il s'agit ici de l'invention du calendrier qui est celui que nous utilisons encore aujourd'hui. Les premiers, disent-ils encore, ils ont adopté 12 mois, 12 noms caractéristiques pour leurs dieux, ce que les Grecs leur auraient emprunté. Je vais vous parler longuement de l'Égypte, car nul autre pays ne contient autant de merveilles. La médecine est chez eux divisée en spécialités. Chaque médecin soigne une maladie, et une seule. Aussi, le pays est-il plein de médecins spécialistes des yeux, de la tête, des dents, du ventre. Ils ont 2 sortes d'écriture, appelées l'une sacrée, l'autre populaire. Pour l'autre, Héraclès, celui des Grecs, nulle part en Égypte je n'ai pu en entendre parler. Je puis, du moins, affirmer que les Égyptiens ne l'ont pas reçu des Grecs. Ce sont plutôt les Grecs qui ont pris le nom à l'Égypte. En fait, la Grèce a reçu de l'Égypte presque tous les noms de ses divinités. Ils nous viennent des barbares. Mes recherches m'en ont convaincu, et surtout, je crois de l'Égypte, voilà
donc des coutumes que les Grecs ont prises à l'Égypte, et j'en signalerai d'autres encore. Pour les grandes fêtes religieuses, les processions et les offrandes aux dieux, ce sont assurément les Égyptiens qui les ont instituées, les premiers, et les Grecs qui les ont apprises d'eux. Voilà, je pense, l'origine de la géométrie qui passa plus tard en Grèce. Le dernier dieu qui régna sur l'Égypte fut Horus, fils d'Osiris, que les Grecs appellent Apollon. Il détrôna Typhon et régna le dernier sur l'Égypte. Osiris est le dieu qu'on appelle en grec Dionysos. En langue égyptienne, Apollon se nomme Horus, Déméter Isis et Artémis Bubastis.